Esprit Libre, c'est la grande émission de débat du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous avons le plaisir de recevoir deux personnalités exceptionnelles pour approfondir un grand débat de société. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain Minc et Emmanuel Todd. L'un est plutôt un fervent européen, l'autre nous dira, Emmanuel Todd, s'il se définit ou pas comme européen, mais avait voté non à Maastricht. Et l'enjeu du débat ce soir est de savoir quelle est l'Europe d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Est-ce qu'une Europe souveraine, comme le rêve Emmanuel Macron, est possible? Surtout, à quoi va ressembler l'Europe après la guerre en Ukraine et à quoi elle ressemble-t-elle même pendant la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est une Europe justement qui s'est réveillée ou est-ce que c'est une Europe plus inféodée que jamais aux États-Unis? On en débat avec nos deux esprits libres de ce jeudi, Emmanuel Todd et Alain Minc. Emmanuel Todd, Alain Minc, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir. J'avais d'abord une question pour vous deux, puisqu'on va débattre pendant cette émission de l'Europe, savoir si vous êtes européen, Alain Minc. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur la réponse, mais qu'est-ce que c'est être européen pour vous? Je pousse le militantisme et la provocation jusqu'à dire je suis européen d'abord, français ensuite. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas changé. Il n'y a pas plus maladivement européen que moi. Et je dois dire que je suis aujourd'hui plus serein que je ne l'ai jamais été sur la construction européenne. Donc, je jette au débat, ne serait-ce que pour provoquer une discussion entre Emmanuel Todd et moi qui est très codée, parce qu'on a dû la voir un nombre incalculable de fois, de dire, bon, la monnaie est là, plus personne ne la contexte. De ce point de vue, ce qui se passe en Italie est très intéressant. Il n'y a pas plus militante de l'Europe et de l'euro maintenant que Mme Meloni. Je crois que c'est un signe important. La crise du Covid a amené les Européens à resserrer les rangs dans des ordres d'activité qui n'étaient pas acquis d'avance. Qu'il s'agisse du fonds économique qui a été mis en place, qu'il s'agisse de l'achat des vaccins, etc. Alors, vous allez me poser la question, évidemment, de l'Europe face à l'Ukraine. Attendez, faites pas l'émission avant, on va la poser. Je dirais deux choses. Le premier père de l'Europe n'est pas Jean Monnet, c'est Joseph Staline. Bon. De ce point de vue, Vladimir Poutine a décidé d'être un père putatif aussi de l'Europe, pour une raison très simple, c'est qu'il renvoie l'Allemagne à l'Ouest. Quelle était la fonction de Joseph Staline? C'était de renvoyer l'Allemagne à l'Ouest. Et donc la tentation du Sonderweg, la tentation allemande d'une voie autre, d'une voie au milieu de l'Allemagne, évidemment avec une Russie menaçante, n'existe plus. Alors vous allez me dire, oui, mais nous sommes dans un univers dominé par les États-Unis. C'est vrai. C'est vrai que sur le plan stratégique et militaire, avec le retour d'une administration très classique, il n'y a pas de souveraineté militaire européenne. Nous sommes tous sous l'ombrelle de protection des Américains. Sauf que je crains que cette Amérique-là ne soit une réminiscence de l'Amérique que j'aime, mais ne soit pas l'Amérique de demain. Je crois que les États-Unis sont un pays moins occidental qu'un pays monde, une espèce de concrétion du monde entier, que le jour où les Sino-Américains auront remplacé les WASP et les Indo-Américains auront remplacé les Juifs, la carte stratégique des États-Unis ne sera pas du tout une carte occidentale, et que donc l'administration Biden, dont je souhaite ardemment la réélection, évidemment, mais que l'administration Biden n'est pas une anticipation, c'est une exception. Et que le problème de la souveraineté militaire européenne réapparaîtra en réalité le jour où on aura à nouveau une administration isolationniste. Et je pense que Emmanuel Macron ne devrait pas persévérer dans l'instant, comme il le fait, sur la souveraineté militaire européenne, car pour l'instant, elle n'a pas de sens. Un jour, elle aura un sens.
Alain a posé tout de suite tous les enjeux qu'on va dérouler au fur et à mesure de l'émission, notamment l'Ukraine, notamment la souveraineté européenne. Mais je vous pose la question à vous, Emmanuel Todt, qui avait plutôt voté non à Maastricht. Est-ce que malgré tout, vous êtes un Européen, mais peut-être d'une manière différente que Alain Minc? Mais c'était très intéressant l'exposé d'Alain Minc, parce qu'il disait toujours « je suis partisan, je veux ceci, je veux cela ». Et moi, je bénéficie, si on peut dire, du fait d'avoir perdu tous mes combats. C'est-à-dire, j'étais opposé à Maastricht c'est fait. La monnaie unique, j'avais dit que ça allait nous mener à la catastrophe. Et j'ai essayé de lutter contre, mais je veux dire, ça existe et ça nous mène à la catastrophe. Et donc, maintenant, je suis revenu en posture d'historien. C'est-à-dire, j'ai trouvé le bien-être ou un minimum d'équilibre psychique dans une observation, je pense, assez dépassionnée de ce qui se passe. Donc, je n'oserais jamais dire « je préfère ceci, je préfère cela ». À la limite, j'aurais peur de me porter malchance, puisqu'en général, ce qui se passe, c'est ce que je ne veux pas. Donc, quand je regarde l'Europe, je ne pense pas « est-ce que je suis européen ?» En termes d'identité, j'ai plutôt... Mon interrogation personnelle, c'était pas « est-ce que je suis français ?» ou « est-ce que je suis européen ?» C'était « est-ce que je suis français ?» avec une loyauté particulière vis-à-vis du monde anglo-saxon, pour des raisons d'origine familiale. Mais pour moi, c'est secondaire. Si je regarde l'Europe, en fait, ce que je vois maintenant, si j'y pense, j'y pense comme à une séquence historique. C'est-à-dire que l'euro a été voté, si on peut dire, en France en 1992, il est entré en place, et puis il y a eu une évolution de ce qu'était l'Union européenne, que je regarde en historien, froidement, sans m'énerver, en essayant de ne pas m'énerver. Et donc, il y a eu en 2005 un premier tournant qui était le tournant du traité constitutionnel, où les gens ont voté non à 55%. On va y revenir. Et les classes dirigeantes se sont assises dessus par le traité de Lisbonne. Donc c'est le moment où, d'un point de vue français, l'Europe a cessé d'être un système démocratique. Mais je ne le dis pas pour le déplorer. Je le dis, je l'analyse en termes d'historien. Ensuite, il y a eu la grande récession, la crise de 2007-2008, qui a fait apparaître que l'euro, réalisé, contre mon opinion personnelle, n'avait pas du tout produit une égalisation de la situation des nations, mais au contraire une mise en hiérarchie des nations, avec l'Allemagne en haut et au centre, et autour, juste au-dessous, l'adjudant français, et puis les autres. Donc est apparue une Europe, je dirais, qui avait cessé d'une association égalitaire de nations pour devenir un système hiérarchique dominé par l'Allemagne. Et à un moment donné, j'ai pu penser que se mettait en place une Europe allemande, le déplorant secrètement, mais l'admettant en pratique. Il faut accepter ce qui se passe. Et puis, ensuite est arrivée, je dirais, l'implication dans les événements d'Ukraine, dans lesquels les Européens, et particulièrement les Allemands, ont eu leur part. Les visites de Steinmeier et Fabius à Kiev en 2014, ça a eu de l'importance, mais dans lequel les Américains, les Anglais et les Polonais, qui ne sont pas dans la monnaie unique, ont eu aussi une grande importance en ce sens qu'ils ont, je dirais, rééquipé l'armée ukrainienne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a amené au conflit actuel. Et ce qui est apparu dans le conflit actuel, et c'est sur quoi je travaille, c'est la disparition de toute autonomie européenne. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'idée d'un modèle européen, quand même, auquel je pouvais, dans une certaine mesure, adhérer. Je veux dire, l'idée de l'État social, qui était autre chose que l'Amérique, finalement, quelque chose de plus civilisé, de plus doux. En ce sens, j'étais européen. Et là, je dirais, le cœur de l'Europe, qui était censé être l'association franco-allemande, a été remplacé par un axe, en plus Londres, qui était sorti de l'Europe par le Brexit, Varsovie, Kiev, et puis au loin, Washington. Et depuis, ce qui se passe en Europe, en termes de décision, paraît assez secondaire, puisque la guerre devient le facteur essentiel. Les taux d'inflation qui montent, la baisse du niveau de vie qui vient, tout ça, c'est des conséquences, ou largement des conséquences de la guerre. Et tout ça
ne dépend plus de l'Europe. Mais la vraie question que je me pose, la question historique, peut-être je vais m'arrêter là, mais mon collègue a été long aussi, ça va être tunnel contre tunnel. Si vous permettez que je mette un peu d'ordre dans cette émission. Voilà. Mais pour moi, la grande question, c'est, comment dire, on a deux étapes. 2007-2008, 2005-2007-2008, l'Europe devient un système oligarchique, dominé par ses élites contre ses peuples. Et guerre d'Ukraine, l'oligarchie européenne s'inféode à l'oligarchie américaine et perd la volonté d'être européenne elle-même. Donc en fait, pour moi, la question c'est pourquoi est-ce que les classes dirigeantes supérieures de l'Europe veulent cesser d'exister? Je veux dire, et particulièrement au cœur de ça, le manque de résistance de l'Allemagne, dont la non-volonté de pouvoir a été quand même démontrée par les événements. Parce qu'ils ont relâché leur prise sur tout d'une façon incroyable. Donc, mais je ne le vis pas du tout, comment dire, avec un désespoir particulier, mais comme une question historique majeure. Comment est-ce que des classes dirigeantes peuvent renoncer à exister ? Alors, je pourrais vous laisser répondre ou vous demander de répondre à la provocation d'Emmanuel Todd. Est-ce que vous avez vraiment envie de cesser d'exister à la MAC ? Mais j'ai envie de remettre de l'ordre quand même, parce que beaucoup de choses... Je vais quand même lui répondre. Bon, alors répondez-y, et après on essaiera de reprendre les choses par le début, parce que Emmanuel Todd a brassé beaucoup de sujets de 2005 à aujourd'hui. On n'avait pas discuté, je suis très rassuré, parce que nos désaccords survivent au temps qui passe. Oui, donc c'est bon. À nos âges, c'est toujours rassurant. Exactement. Voilà. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Oui. Je vais reprendre à 2 ou 3 points de ce qu'a dit Emmanuel Todd. Premier point, on a un désaccord évidemment sur ce qui s'est passé après 2005, pour une raison simple, c'est qu'il avait été dit dans le programme du candidat Sarkozy qu'il proposerait un traité par la voie parlementaire. Donc il en va de ce point de vue de sa proposition, comme de celle d'Emmanuel Macron sur les retraites. On peut considérer que tout ce qui est dans le programme a été validé. Alors bien sûr, il y a les effets doubles du même ordre, ce n'était pas le cœur de la campagne électorale. Mais deuxièmement, plus important, me semble-t-il, à propos de ce qu'a dit Emmanuel sur la hiérarchie des pays entraînés par l'euro. Ça a été vrai au moment de la crise de 2008-2009, avec une hiérarchie qui était celle des spreads. Et puis, soudainement, les Allemands ont perdu la main dans la politique monétaire. D'abord parce que dans le traité de Maastricht, pour lequel moi j'ai voté, les Allemands avaient accepté cette concession folle de considérer que chaque pays a une voix, c'est-à-dire que l'Allemagne pesait autant que Malte. Et le magistère Draghi à la Banque centrale européenne a fait que pendant 5 ans, sur les 8 ans de mandat de Draghi, les Allemands ont toujours perdu. Toujours. Monsieur Weidmann a fini de guerre lasse par démissionner, puisqu'il était seul contre tous. Et donc la politique qui a été suivie a abouti à une égalisation stupéfiante des conditions d'emprunt de tous les pays, avec des spreads, cet écart par rapport au taux allemand, quasi dérisoire. Et même aujourd'hui, alors qu'on sort de cette période-là, il y a encore une extraordinaire égalisation. Le taux grec est 1,15% ou 1,14% plus élevé que le taux allemand quand on compare les deux situations économiques. Donc sur ce plan, au contraire, je pense qu'on est peut-être même allé trop loin dans l'égalisation. Dernier élément sur le plan stratégique. Je pense que d'abord, la ligne Varsovie-Washington a existé. Est-elle durable ? On verra. Je veux dire, il y a des élections en Pologne. Et comme toujours, les élections se passent à 50%. Il ne faut jamais oublier que les modérés polonais, libéraux, très pro-européens classiques, maîtrisent les grandes villes, à commencer par Varsovie. Ça ressemble un peu à la situation turque, telle qu'elle est. Donc on verra ce qui se produit. En revanche, dernier élément, évidemment, nous avons accepté la tutelle américaine depuis le début de la guerre d'Ukraine, mais encore heureux.
On n'avait pas les moyens de se défendre par nous-mêmes. Il y a un aggiornamento d'ordre militaire qui s'imposerait, qui commencerait d'abord par unifier les politiques d'armement. On en est extrêmement loin. Faire un partage des tâches. La vérité militaire, c'est que nous, Français, qui avons une force nucléaire, nous n'avons pas les moyens, contrairement à ce qui est dans la loi de programmation, de tout avoir. Donc, nous sommes à un degré presque zéro de la politique militaire européenne. Et quand le degré de la politique militaire européenne est proche de zéro, heureusement qu'il y a en effet le suzerain américain. Moi, je m'en réjouis. Et je regrette peut-être que ce suzerain soit aussi flagellant qu'il risque de l'être dans l'année 2024. Alors prenons essayons d'approfondir les sujets un par un. Vous avez évoqué le traité constitutionnel en balayant finalement l'argument démocratique, puisque vous avez expliqué que Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il voulait faire un mini-traité en passant par la voie parlementaire. Certes, mais on voit bien que ça a créé une fracture, ça je pense que vous êtes d'accord là-dessus, qu'il y a une véritable fracture démocratique en France qui se retrouve quasiment à chaque élection, avec les scores de Marine Le Pen, avec la réforme des retraites, vous en avez parlé, mais on voit bien qu'elle n'a pas été approuvée par la souveraineté populaire d'une certaine manière. Donc est-ce que le contentieux qu'il y avait après 2005 entre la France du oui et la France du non ne persiste pas toujours à la main, et comment est-ce qu'on peut le surmonter ? Franchement, dans la montée actuelle du populisme incontestable, je ne suis pas sûr que la mémoire du référendum de 2005 aille beaucoup plus loin que cette assistance-là. Donc là, vous faites un raccourci d'une extrême habileté. Je n'en suis pas certain, mais c'est votre point de vue. Deuxièmement, vous avez négligemment confondu l'opinion et le suffrage universel. Bon, l'opinion française, à travers les sondages, est contre la réforme des retraites. La démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Un pouvoir a été élu, et qui plus est, il avait dit qu'il ferait cette réforme des retraites. Donc il est parfaitement légitime. Troisièmement, il faut être aussi maladroit que l'est ce pouvoir pour avoir transformé le 49.3, instrument de pure banalité politique, que cet autocrate bien connu de Michel Rocard avait utilisé 28 fois, en un instrument perçu comme antidémocratique. Ça, c'est quand même la réussite incroyable, c'est le degré zéro de la politique. Bon, je crois que de ce point de vue, les choses étaient claires et que vous ne pouvez pas... Si vous devez considérer que le devoir d'un gouvernement, quel qu'il soit, est de penser ce que pense à un instant donné l'opinion, on a changé de régime. Ça n'est pas le cas. Alors, Emmanuel Todd, vous avez dit que l'Europe était démocratique. Je voudrais sortir du débat franco-français quand même et essayer de poser l'Europe en termes d'entité culturelle et géopolitique et revenir à ce sentiment de, je n'ose pas dire émerveillement historique et surprise historique, à voir l'Europe avec ses classes dirigeantes s'aligner absolument sur les États-Unis au moment où la société américaine s'engage dans une plongée régressive comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Je veux dire, l'Amérique qui est arrivée en 1944, c'est un pays dont l'industrie représentait 45% de la production industrielle mondiale, qui avait une ou deux générations d'avance en termes de niveau de vie. C'est cette Amérique-là qui a construit l'OTAN et qui nous a protégés de Staline. Mais l'Amérique actuelle, notre leader, c'est un pays, c'est pas juste un pays où les inégalités sont montées dans des proportions absolument stupéfiantes, c'est un pays où la mortalité augmente, où l'espérance de vie diminue. Je veux dire, maintenant, il y a un écart d'espérance de vie entre la France et les États-Unis de 6 ans, et ça ne s'arrange pas. C'est un pays où le taux d'incarcération, c'est le pays de la liberté, mais c'est le pays où le taux d'incarcération, je dirais, est le plus élevé du monde. C'est un pays où, je dirais, le jeu politique est totalement corrompu par l'argent et dont on ne peut plus. Peu de gens maintenant décrivent, là je parle d'un point de vue anglo-américain, oseraient dire que l'Amérique est une démocratie libérale standard. Oligarchie libérale, peut-être.
Et donc, ce qui m'étonne, en fait, dans la situation actuelle, d'un point de vue culturel, c'est cette renonciation de l'Europe qui, quand même, garde... je sais que l'état social en France est menacé, qu'il y a des problèmes avec les hôpitaux, etc. Je sais qu'on a une mortalité infantile qui recommence à augmenter très légèrement, mais qui est quand même très inférieure à celle des États-Unis. En vérité, la mortalité infantile des États-Unis est maintenant supérieure à celle de la Russie. Je veux dire, c'est quand même une situation tout à fait étonnante. Et ce sur quoi je m'interroge, c'est sur l'espèce de non-réflexion générale, d'unanimisme dans la façon dont on se situe dans ce jeu géopolitique. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat sur les responsabilités de la guerre d'Ukraine. Il y a des gens qui pensent ceci, l'opinion de la population dans ces masses est plus inexistante qu'homogène. Mais je suis surpris par cette espèce de mouvement de banc de poissons, en fait, des classes supérieures moyennes occidentales, notamment françaises, à se rallier derrière ces États-Unis, qui font tout le temps la guerre quand même. Ils sont responsables de 400 000 morts, je veux dire, simplement par leur blocus, l'embargo sur l'Irak, avant même l'invasion de l'Irak. Je ne vois plus les valeurs européennes. D'ailleurs, je ne vois plus. L'Europe, c'était la paix. On nous avait vendu l'Europe comme la paix. L'Europe est allée en Ukraine, elle a provoqué les Russes. Les Européens, je parlais de Steinmeier et Fabius, ont tout à fait contribué à ce que s'envenime la situation avec les Russes. Et je ne vois pas la moindre réflexion sur... On parle d'une menace russe, par exemple. Menace russe pour l'Ukraine, aucun problème. Les Ukrainiens sont menacés par la Russie. Mais tous les gens qui s'intéressent à la stratégie militaire, les Russes les premiers d'ailleurs, sont conscients du fait qu'en aucun cas ils ne menacent l'Europe occidentale. Je veux dire, c'est simplement les forces de l'OTAN et de la Russie sont tellement disproportionnées qu'on dit on est protégé par les Américains. Mais on est protégé de rien, puisque pour nous-mêmes, il n'y a aucune menace. Au stade actuel, l'alliance américaine ou l'intervention américaine dans le réarmement de l'Ukraine, l'intégration de facto de l'Ukraine dans l'OTAN, nous a amené finalement la guerre en Europe. Ça nous a amené les sanctions, la politique de sanctions qui était censée détruire la Russie, amène une baisse de niveau de vie, des taux d'inflation très élevés, particulièrement pour les données alimentaires, au moment même où l'Amérique prend pour elle-même des mesures protectionnistes qui sont catastrophiques pour l'industrie européenne et notamment allemande. Et je ne dis pas que j'ai raison, peut-être même j'ai tort, je ne sais pas, ça m'est égal. Ce que je trouve curieux, c'est l'absence totale de débat. Vous voyez, souvent, maintenant on dit « je suis pro-russe ». Je fais des blagues sur le fait qu'on m'accuse d'être pro-russe. C'est une illusion complète. C'est pas ça. Moi, je me bats pour la démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est le pluralisme. Le pluralisme, c'est discuter des problèmes. Vous voyez ? Justement, et là, on n'a plus ça. Justement, parce que j'aimerais qu'on retrouve le fil, parce qu'on va arriver, je sens que vous voulez absolument parler de l'Ukraine et de la Russie, et c'était prévu, c'est l'Europe. Et des États-Unis, mais justement, la question initiale que je posais à Alain Minc, c'était sur l'Europe et la démocratie. Vous avez dit vous-même que l'Europe était, selon vous, post-démocratique, et là, vous mettez le point sur le problème du pluralisme. Au-delà des États-Unis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé depuis 2005 ? Je suis désolé d'en revenir au débat franco-français. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier Todd. Emmanuel. Oui, ça prouve l'admiration que j'avais pour son père. Oui. Ça me fait plaisir de faire ce lapsus. Mon père, donc ça va. Non, il n'y a pas de problème. Je suis content de lui faire la grâce de ce lapsus. Voilà. Je voudrais revenir sur le début de son propos, car c'est probablement le point de convergence que nous avons. La description qu'il a faite des États-Unis, malheureusement, je la partage. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis inquiet et que je pense que l'administration actuelle, classiquement démocrate, version
même assez rooseveltienne, je ne suis pas sûr qu'elle soit en phase avec les États-Unis. Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'élection de l'an prochain. Donc je crois, justement parce que je pense ça des États-Unis, que mis à part l'enchaînement de nature militaro-stratégique, je pense qu'il y a place, plus que jamais, pour une identité européenne. Une identité européenne qui est grosso modo un système où les degrés de protection économique et sociaux des individus sont beaucoup plus élevés et où les mécanismes démocratiques fonctionnent infiniment mieux qu'aux États-Unis. Je n'enlève aucun mot de la description qu'il a faite des États-Unis sur le plan intérieur. Justement, sur les mécanismes démocratiques, est-ce que vous êtes d'accord avec Alain sur les mécanismes démocratiques européens? Est-ce qu'ils vous paraissent suffisamment démocratiques, Emmanuel Thom? Non, mais je ne pense pas, si vous voulez, que la démocratie puisse fonctionner dans un système plurinational et plurilinguistique. Je veux dire, il y a historiquement la démocratie, mais c'est des choses pratiques. Moi, je suis anthropologue, je suis dans les mœurs, je ne suis pas dans les théories politiques, etc. La démocratie, c'est le débat. Et le débat, il ne peut avoir lieu qu'entre des gens qui parlent la même langue, un minimum. Hein, enfin, je veux dire, il y a des exceptions, comme la Suisse, mais en Suisse, ça donne quand même un gouvernement où tous les partis politiques participent au gouvernement. C'est très particulier. Donc, je pense que par principe, l'Europe, en tant que système organisé institutionnellement, etc., ne peut pas être démocratique. C'est pour ça que je ne suis pas tellement indigné. Et je préfère avancer, en fait. Je préfère acter le fait. Vous voyez, on a une heure d'émission. Comment? Non, allez-y. Mais non, je veux dire, si on est sorti de la démocratie, je veux dire, moi je suis historien. Je veux dire, je ne vais pas rester là à dire c'était mieux quand j'étais jeune. Donc, je trouve ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça se développe. Et donc, ça se développe d'une façon extrêmement bizarre, c'est-à-dire par un système non démocratique, oligarchique, qui semble avoir perdu même sa raison d'être. Moi, je suis fasciné par le comportement de l'Allemagne. On soupçonne l'Allemagne de toutes sortes de projets. L'Allemagne, il y a certainement des projets économiques, elle a une volonté de captage démographique de population dans l'Est européen parce qu'elle a une démographie trop faible pour sa base industrielle. Mais là, on est en train de constater qu'effectivement, l'Allemagne n'a plus d'armée, qu'elle n'a aucune envie de régner. Elle reste l'Allemagne. Mais vous voyez, et donc on voit ce système qui se dilue. Alors, le comportement de la France, là, on peut revenir sur la France, et je veux dire, la dissolution de l'identité nationale revendiquée par Alain, d'ailleurs, qui dit qu'il est européen avant d'être français. Pourquoi pas? On a le droit, en fait. Chacun ressent ce qu'il veut. Mais la dissolution de la conscience d'être la classe dirigeante d'un pays qui a une histoire comme la France me paraît quelque chose de stupéfiant. Vous voyez? Mais ça existe. Et simplement, il faut comprendre. Alors moi, j'ai des hypothèses qui vont, en fait, au-delà des problèmes de la guerre d'Ukraine et qui sont plutôt associés à l'accélération, je dirais, de l'intégration financière du monde. Par exemple, j'étais très intéressé de voir dans je ne sais plus quel bouquin, là, je commence à voir les problèmes de noms propres à mon âge, par la façon dont la Suisse est devenue moins importante relativement en tant que zone de protection de l'argent des riches qui fuit les contrôles fiscaux. Mais la Suisse, c'était un paradis fiscal européen, d'une certaine manière. C'était notre paradis fiscal. Et donc, les choses qui m'intéressent et sur lesquelles je réfléchis, c'est sur la façon dont les paradis fiscaux, qui sont plutôt situés dans la sphère anglo-saxonne, je pense aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, à Malte, à Gibraltar, et tous ces coins-là, sont devenus très importants pour les riches du continent européen et de l'Europe proprement dite. Je me demandais si certains ne sont pas, avec l'accélération d'Internet, je me demande même si une partie des classes supérieures et des riches d'Europe, qui auraient dû constituer une oligarchie européenne, n'ont pas été un peu prises au piège de la défiscalisation dans le monde anglo-américain.
et ne se sont pas intégrés par ce biais aux classes supérieures anglo-américaines. À la main, qu'est-ce que vous voyez, voulez... je suis loin de la guerre d'Ukraine. Est-ce que vous voulez répondre? Il y a beaucoup de choses, à la fois sur l'éloignement de l'Europe du peuple et sur l'intégration des classes dirigeantes au monde anglo-saxon. Donc moi, je milite pour le retour d'une centralité de la Suisse comme paradis fiscal en Europe, parce que ça serait la liberté de nos classes dirigeantes. Après avoir pas concédé, dit la communauté de vision sur les États-Unis que j'avais avec Olivier Todt, je n'ai pas continué sur la suite de son propos liminaire. On peut penser ça des États-Unis et on peut penser que le modèle européen, qui existe à mon avis et qui n'est pas mort, et je vais vous en donner des tas d'exemples, et même dans le rapport de force avec les États-Unis, en matière de réglementation des GAFA. Qui est chef de file aujourd'hui? C'est l'Europe. Et les États-Unis, heureusement sous l'administration Biden, qui a nommé une femme assez étonnante à la tête de la Federal Trade Commission, suivent. Qui vient de prendre une décision qui n'est quand même pas qu'une simple piqûre d'épingle à l'encontre de Facebook, qui s'appelle désormais Meta? C'est l'Europe, à travers son porte-parole, qui était la CNIL irlandaise, 1,2 milliard d'amende. Qui considère que, d'une certaine façon, le là en matière d'équilibre, pouvoir et contre-pouvoir à l'intérieur d'un système est donné par l'Europe? C'est évidemment la vision de ce qui se passe. Alors après, quelle est la part de démocratie pure, c'est-à-dire directe, dans un système aussi compliqué? Elle est par nature faible. Troisième élément sur l'Allemagne. Oui, l'Allemagne est devenue un pays scandinave, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un pays qui échappe à l'espèce de tropisme historique qu'a été le sien. Qui s'en plaint ou qui s'en plaindrait? Je pense que l'Europe ne peut se construire qu'avec une Allemagne faible. Cette Allemagne faible, en effet, elle se manifeste à plusieurs égards. Faible par sa démographie, faible par des choix économiques relativement malencontreux, faible par le fait que la dépendance à la Chine peut avoir des effets négatifs, et faible même dans son acceptation ou sa manière de se positionner dans le monde, est faible enfin par sa surbureaucratie, qui fait que quand le chancelier Scholz dit « on change d'époque, le Zeitenwende », il ne se passe rien, parce que l'Allemagne est tellement bureaucratique qu'elle n'est même pas capable de mettre en pratique la politique ou le changement militaire qui a été fait en mettant 100 milliards dans un fonds dont il n'arrive pas à dépenser quelques milliards. Donc c'est pour ça que si l'Allemagne était très forte, il n'y aurait pas de construction européenne possible, me semble-t-il. Et dernier élément sur l'Allemagne, rappelez-vous ce que Mme Merkel a dit quand elle est revenue du sommet de Taormine, qui était sa première rencontre avec Trump. Elle était en campagne électorale et elle a fait le lendemain un meeting où elle a dit « Je n'ai appris qu'une chose à Taormine, nous devons, nous, Européens, compter sur nos propres forces ». Ceci me ramène à ce que je crois être le risque, qui ramènera la nécessité d'une unité stratégique européenne. Mais là, on est dans un moment où elle n'a pas de sens. M. Trump avait mis fin à l'article 5 de l'OTAN, qui est l'automaticité de la solidarité. Biden l'a rétabli. Mais il risque de s'arrêter dans une deuxième présidence Trump. Donc nous devons être prêts à bâtir cette forme d'identité, et je ne pense pas du tout que ce soit un abandon, et je pense que la relative faiblesse allemande fait que nous pouvons, nous Français, jouer un rôle qu'autrement nous aurions du mal à jouer. Emmanuel Todt. Alors moi, j'ai une vision complètement différente. Je suis presque surpris d'être pris dans un débat sur l'avenir de l'Europe ou l'existence de l'Europe, parce que j'avais complètement intériorisé l'idée qu'en termes de projet, elle n'existait plus du tout. Je veux dire, c'est-à-dire que, parce que la guerre la laisse de côté, et j'étais dans une sorte de problématique, mais pourquoi a-t-elle disparu aussi facilement? Pourquoi se laisse-t-elle embringuer dans cette guerre
qui est contraire à tous ses intérêts. Pourquoi est-ce que l'Europe, maintenant, se mêle du conflit entre la Chine et Taïwan? Je ne savais pas que Taïwan faisait partie de nos responsabilités stratégiques. J'essayais de comprendre, mais ce qui suggère une non-conscience. Et puis les projets européens, en fait, il n'y en a plus. Je veux dire, l'Europe, elle est confrontée à un certain nombre de crises. Et quand on dit que l'Europe va faire quelque chose, je me marre, parce que quand on dit ce problème va être réglé par l'Europe, on sait qu'il ne va pas être réglé, ou que ça va prendre encore plus de temps. Moi, quand j'ai entendu l'Europe va s'occuper de sa politique d'armement et se concerter, j'ai imaginé Poutine rigolant, avec la certitude que l'Europe n'allait rien faire. Ça doit lui arriver assez rarement par le temps qui court. Ah, bon, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est toujours c'est de ces formes logiques qu'on se dit, pourquoi est-ce que l'Europe, dans un tel état, je dirais, de déliquescence, d'absence de projet, de vide, etc., accepte de se laisser entraîner dans cette guerre qui est contraire à ses intérêts, en fait. Je veux dire, la rupture entre l'Allemagne et la Russie, recherchée par les États-Unis d'ailleurs, a été une véritable catastrophe économique. Si l'Allemagne rompt avec la Chine, on ne sait même pas si elle survivra en tant que puissance économique. Mais je pense qu'il faut renverser et se dire, peut-être c'est pas malgré que, mais parce que. C'est-à-dire que comme l'Europe n'existe plus en tant que projet, comme il y a une véritable angoisse qui monte de cette absence de projet, de cette vaporisation du projet européen dans les classes dirigeantes, alors même qu'effectivement les peuples ont été matés. Je dis, est-ce que la guerre finalement n'est pas un projet? Est-ce que ce n'est pas une solution en fait? Est-ce que si l'Europe, aspirée par cette guerre, n'espère pas y retrouver une raison d'être? En tout cas, ça permet de ne s'occuper de rien de sérieux. C'est-à-dire qu'il y a le méchant Poutine, qui, ça a presque été dit par Alain, qui polarise nos énergies, notre attention. L'Europe a enfin un problème qui pourrait l'unifier, mais la vérité, c'est que il y a en Europe même une aspiration à la guerre. Alors, c'est une aspiration d'un genre assez particulier, parce que c'est une aspiration à ce qu'il y ait une guerre à laquelle on participe en envoyant des armements, mais où on ne se fait pas tuer quand même. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire du continent. Cette idée d'une guerre par procuration, où on est du bon côté de la justice, mais où on ne produit pas de héros, en tout cas par quelques mercenaires en quantité exagérée. Et donc, moi, je pense qu'il y a une interaction entre cette guerre et le sentiment et la disparition du sentiment européen. C'est ça qui est rendu. Et donc, dans ce cas-là, si on a ce modèle, on comprend pourquoi l'Europe s'est donnée à l'OTAN. Si elle n'existe plus, il n'y a rien à donner. L'Europe avait déjà perdu sa virginité. Non, mais Emmanuel postule quelque chose qui fait qu'il oublie, par exemple, ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Tout le monde a pensé que l'Europe allait exploser sur la crise du Covid. Et l'Europe, non seulement n'a pas explosé, mais s'est renforcée. Alors après, on peut chercher les motivations. Chacun le fait avec ses arrière-pensées. Pourquoi à un moment, Mme Merkel bascule et accepte un fonds de solidarité économique totalement contraire à la doxa allemande? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'à un moment, le marché unique, dont l'Allemagne a tiré un grand profit, mais c'était quelque chose d'accepté dès le départ, était menacé. Il était menacé par les tensions que connaissait l'Italie. Qui a pensé à l'époque que face à un problème nouveau, cette Europe soi-disant lente irait aussi vite jusqu'à une politique commune d'approvisionnement en vaccins? Elle a été menée. Donc, d'une certaine manière, tout le monde crie haro sur le baudet, mais tout le monde est ravi de tirer parti de la capacité que donne l'existence d'un marché de 450 millions de consommateurs. Pourquoi, je vous ai cité tout à l'heure l'attitude vis-à-vis des GAFA, pourquoi l'Europe existe? Parce qu'en l'occurrence, elle est à la fois un marché, ce qui est attirant, et une régulation, ce qu'elle a inventé. Bon, de ce point de vue, il existe un modèle européen. Alors,
bien sûr, l'Europe fait au fond une guerre très particulière, comme les États-Unis, c'est la même, puisqu'il n'y a pas d'envoi de soldats américains, mais notre histoire a été parsemée de formes diverses de non-intervention intervenantes. Et donc, de ce point de vue, je pense que... Alors là, je rejoins Emmanuel, la menace poutinienne est quelque chose qui amène les Européens, d'une certaine façon, en dehors de l'acceptation de l'ombrelle temporaire de protection américaine, de se serrer les coudes. Alors bien sûr que Poutine ne menaçait pas la France et probablement pas l'Allemagne, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'on peut penser que l'Allemagne est dans la zone de protection de notre force de frappe. Ça, c'est un débat tout à fait intéressant qu'on n'a jamais. Chacun sait que la force de frappe est destinée à défendre les intérêts vitaux français. Les intérêts vitaux français, ils ne s'arrêtent pas à Strasbourg, chacun le sait bien. J'aimerais beaucoup savoir, dans les cartes des états-majors, si Berlin participe de nos intérêts vitaux, ce que je crois, et si Varsovie y figure, ce dont je suis moins sûr. Bon, ça, c'est d'une certaine façon, quand la guerre est à nos portes, la France, par le simple jeu de sa force de frappe, retrouve une position tout à fait particulière. Et je pense qu'on ne la joue pas assez parce qu'on ne veut pas créer, en employant le mot nucléaire, des émotions vibrillonnantes dans une Allemagne où les Verts sont partie présidente de la coalition de gouvernement. Et a fortiori aussi pour des raisons de politique intérieure, vu le verdissement du discours français. Mais au contraire, pour une fois, notre atout stratégique à nous, Français, est réapparu dans ce jeu. Au fond, il y a deux voitures européennes. Une voiture économique, le conducteur est allemand, le passager est français. Alors Emmanuel va me dire, il est à la place du mort. Mais donc j'anticipe sa remarque. Non, c'est très bon, c'est très bon. J'aurais jamais eu la présence d'esprit de le dire. Merci. Mais sur le plan stratégique, le conducteur est français et le passager pas à la place du mort non plus, et l'Allemagne, et le sera a fortiori avec des États-Unis qui s'éloignent. Moi, je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, que les États-Unis ne sont redevenus un pays occidental que temporairement. Je pense que c'est un pays-monde, et qu'un pays-monde a une autre carte. Voilà, mais... Moi, je trouve, quand même, j'aimerais pouvoir dire... Il est très sympa, je suis d'accord avec Emmanuel. J'aimerais être en situation de pouvoir dire la même chose. Je suis d'accord avec Alain, mais j'y arrive pas en fait. J'avais l'occasion, alors que je suis plein de bonnes intentions. Mais en ce qui concerne, je crois que l'un des problèmes qu'on a en France quand même, c'est que sur ce discours sur l'importance stratégique de la France. Alors l'arme nucléaire, on l'a, c'est vrai, mais honnêtement, quand moi, je fais de la géopolitique à plein temps, si on peut dire, et je passe plutôt mon temps dans des livres écrits en anglais et partie anglo-saxon. En fait, on n'existe plus. Je veux dire, la France n'existe plus. L'Allemagne existe. Mais, parce que malgré tout, ce qui existe en Europe, c'est la puissance économique. Et l'Allemagne, je veux dire, au début, il était très clair que... l'Amérique, l'une des raisons de la guerre en fait actuelle, c'est que l'Amérique ne voulait pas d'une Europe sous domination allemande. Je me souviens, l'une des préoccupations fondamentales stratégiques des Américains, absolument explicite, c'était d'empêcher l'espèce de coordination, de complémentarité qui était en train de s'établir entre l'industrie allemande et les ressources énergétiques russes. Parce que, je veux dire, le rapprochement de l'Allemagne et la Russie, ça aurait été de fait à terme l'expulsion des Anglo-Américains du continent européen. Et ça, c'était quelque chose d'inconcevable. Et donc, en ce sens, la guerre d'Ukraine a été une merveilleuse opération, dans un premier temps, pour les États-Unis. Et bien entendu, le sabotage du gazoduc Nord Stream, dont tout le monde fait semblant de se demander qui l'a fait, c'est super drôle, dont on sait depuis Seymour Hersh, etc. À la limite, moi, je n'avais même pas besoin de données pour savoir qui l'avait fait. Les Américains ont fait péter le lien qui associait, ou qui potentiellement associait la Russie à l'Allemagne. Donc vraiment, il y a quelque chose de...
l'Allemagne est au centre des préoccupations américaines, empêcher l'Allemagne et la Russie de se rapprocher, mais vraiment la France ne compte pas dans ce... On ne la voit pas mentionnée. On la voit pas mentionnée. Mais C'est comme si. Mais pourquoi est-ce qu'on se raconte qu'on existe quand on n'existe pas? Emmanuel a tenu deux propos contradictoires, puisqu'il nous a fait une description que je partage en partie de la faiblesse allemande, et soudain on retrouve l'Allemagne bismarckienne au cœur de Il a dit l'Europe. que sa force était relative, mais était plus importante que celle de la France. Les deux propos propos étaient un peu excessifs, mais les deux descriptions qu'il a données de l'Allemagne au début de notre débat et à la fin du débat donnent le sentiment d'avoir affaire à deux pays différents. Bon, je crois que... Les Allemands se demandent eux-mêmes, quelquefois, s'ils ne sont pas deux pays différents. Mais c'est vrai. Donc c'est assez profond, cette remarque. Non, mais je suis d'accord. L'Allemagne a sur ce qu'elle est une interrogation lancinante qu'elle n'a toujours pas. Qui suis-je ou vais-je, qui remonte très loin et qui se manifeste à nouveau et qu'elle n'a pas traité, évidemment. Mais je pense que le propos qu'on n'existe nulle part, c'est pas vrai. Si on était plus fort économiquement, on existerait davantage. Évidemment que un pays affaibli par sa dette voit malgré tout même sa puissance nucléaire relative atteinte. C'est une certitude. Le problème français aujourd'hui, c'est un problème de mettre fin à un endettement qui a été destiné uniquement à maintenir notre modèle social à un niveau très élevé et au-delà de nos possibilités. Ça, c'est la vérité. Et c'est là-haut, de ce point de vue, l'euro qu'Emmanuel ne voulait pas a été un formidable cadeau fait à la tentation française de vivre à crédit. Je veux dire, ça c'est sûr. Ça y est, j'ai trouvé l'occasion d'être d'accord. C'est la bonne surprise. Je pense que c'est devenu ça. C'est devenu ça l'euro, mais c'était pas le projet. Non, c'était pas le projet. Le projet de l'euro, ça c'est vrai. Je suis content. Puisque je développe. On termine bien. Puisque je suis d'accord. Vas-y. Je développe. C'est que l'idée de l'euro, c'était d'être sérieux comme les Allemands au départ, de s'imposer une discipline de fer qui oblige l'industrie à monter en qualité, etc., pour affronter une monnaie forte ou plus forte que naturelle. Donc c'était un projet d'autodiscipline. Mais dans la pratique, c'est devenu un truc qui permet de plus financer, de financer avec laxisme ses déficits extérieurs et de faire n'importe quoi et de se laisser aller complètement. On est d'accord ? Oui, pour l'essentiel, oui, je l'ai dit. Voilà. Mais pourquoi ça s'est produit ? Pour une raison que j'ai dite. Parce que les Allemands n'ont plus aucune influence sur la politique monétaire de l'Europe. On revient à ce fait que l'Allemagne, une voix, Malte, une voix. Et il y aurait, je crois que quand même, il faudrait, quand on essaie d'analyser un processus historique, bon, il y a toujours une tentation de rationaliser le comportement des acteurs, d'imaginer que les gens qui gouvernent, qui nous gouvernent ou qui gouvernent les peuples d'à côté, savent ce qu'ils font, qu'ils sont lucides. Et donc, en fait, non. Donc, si on prend l'Allemagne, par exemple, il y avait une contradiction complète entre le fait d'essayer de s'étendre en Ukraine, ne pas avoir d'armée et s'associer et devenir dépendant des Russes sur le plan du gaz. Donc en vérité, il n'y a pas de politique cohérente de l'Allemagne. Mais plus généralement, les États-Unis ou les Occidentaux, je veux dire, il y a... alors moi, je ne sais pas si la mondialisation est heureuse ou malheureuse. Je vous laisse... ça dépend des clients. Ça dépend des gens. Mais au point où on en est, le processus de la mondialisation a fait apparaître une absence de réflexion à long terme des élites occidentales et américaines tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir continuer de dominer le monde militairement, l'idée américaine, en se débarrassant de son industrie, en délocalisant, en se débarrassant de sa classe ouvrière, en faisant produire une quantité invraisemblable de choses en Chine, était une idée folle. Et donc on se retrouve maintenant dans cette espèce de conflit titanesque entre l'Ouest et, bon, on peut l'appeler l'Est, où
cet Occident dominateur, mondialisé, moderne, informatisé, Internet, etc., le premier, c'est venu de là, se retrouve dans l'incapacité de produire suffisamment d'armement pour l'Ukraine, en déficit industriel complet. Mais comment est-ce qu'une classe dirigeante a pu se mettre dans cette situation? Comment est-ce que les États-Unis ont pu se mettre dans une situation où maintenant il y a des rapports de divers instituts, dont la Rand Corporation, qui s'inquiètent de la capacité de l'industrie américaine à fournir des armements? Donc l'hypothèse d'une rationalité et d'une intelligence des classes dirigeantes, il faut absolument s'en débarrasser. C'est le problème. Je pense que c'est le problème des gens de gauche. Des gens de gauche ou d'extrême gauche, ils pensent qu'il y a un pilote dans l'avion, ils pensent qu'il y a des gens en haut qui nous exploitent et qui savent ce qu'ils font. Mais c'est même pas vrai. Je crois qu'on a compris l'idée. Alain a souvent d'ailleurs défendu les experts. Vous avez peut-être une minute pour conclure, Alain. Je suis désolé, cette émission est vraiment... Vous avez pris les commandes, je dirais, de l'avion, mais c'est pas grave. C'était très... Vous aussi, Emmanuel Todd, vous êtes pas mal dans votre... C'était très bien, mais concluez, Alain. Non, mais je ne suis pas en total désaccord avec ce qu'a dit à la fin Emmanuel Todd. L'histoire progresse à contre-pied, toujours à contre-pied. Et on est dans un moment où ça se reproduit à nouveau. Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est pas la première fois. Je veux dire, le temps qu'il a fallu aux États-Unis pour entrer dans la guerre en 1940, l'ambiguïté qui entoure Pearl Harbor, la stratégie de Roosevelt pour forcer son opinion publique à entrer dans la guerre, la tentation américaine d'isolationnisme, dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a les deux aspects, elle n'a jamais été aussi forte qu'en 1940. Et il n'y a pas de meilleur livre que The Plot Against America de Philip Roth. Qu'est-ce qui serait passé si il dit Lindbergh, mais ça aurait pu être le candidat républicain, avait été élu. Donc en effet, l'histoire avance à contre-pied. Eh bien, ce sera la conclusion de... Moi, je peux dire un truc. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Hein. Je suis très heureux d'avoir vécu amicalement un désaccord total. Eh bien, on était heureux également de vous écouter. Et puis, on pourra peut-être... poursuivre la conversation dans une autre émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On n'a même pas parlé du Brexit, mais c'était tout de même passionnant. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Merci à tous, à bientôt.